Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour accélérer la procédure. Obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez comprendre comment accélérer l'apostille d'un affidavit de célibat, d'une lettre ou d'un document considéré comme non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme une déclaration de célibat, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou fax pour obtenir une apostille, mais nous verrons une exception à cette règle dans un instant. Veuillez nous envoyer ou déposer l'original de la déclaration de célibat signée à l'encre. Les photocopies ne sont pas acceptées à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Deuxièmement, tout document non enregistrable doit être notarié à l'encre par un notaire public du Texas. Vous ne pouvez pas utiliser de notaire d'un autre État ou pays. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire local, devez joindre à votre document ce serment ou cette attestation de notaire du Texas, comme indiqué ici. Donc, si vous cherchez à obtenir une déclaration sur l'honneur de célibat, c'est parce que vous essayez d'épouser quelqu'un dans un autre pays. Cela porte différents noms selon les pays. Donc, comme nous le disons ici, toute déclaration sur l'honneur de célibat que vous pourriez avoir pour un pays étranger, nous pouvons la faire. Voici quelques exemples de comment ce document est appelé. Partout dans le monde, l'entité avec laquelle vous traitez ou l'agence gouvernementale d'un pays étranger ne l'appellera peut-être pas une déclaration sur l'honneur de célibat. Il pourrait l'appeler certificat de non-inscription de mariage, certificat de capacité à se marier, déclaration sur l'honneur de capacité matrimoniale, certificat de célibat, attestation d'état civil, certificat d'empêchement, déclaration de liberté de mariage, attestation de célibat, tous ces termes différents pour désigner la même chose. C'est la même chose. C'est simplement que vous allez faire une déclaration légale, officielle, c'est-à-dire l'affidavit, indiquant que vous êtes célibataire, divorcé, veuf, quand vous vous êtes marié, quelle est votre date de naissance, votre numéro de passeport, ce genre d'informations. Et ensuite, vous remettrez cela avec d'autres documents, comme votre acte de naissance apostillé, pour épouser un de leurs citoyens dans leur pays. C'est ce que vous cherchez à accomplir. C'est la raison pour laquelle vous auriez besoin d'une attestation de célibat. Donc, ce que vous allez devoir faire et que vous pouvez faire très simplement, c'est juste ici. Vous pouvez copier et coller notre modèle. Et c'est tout cela. Voici le titre de notaire du Texas. Vérifiez que cela y figure. Et tout ce texte, en commençant par ici. Et puis tout cela, je n'arrive pas à tout sélectionner. Il ne me laisse pas tout surligner. Tout est disponible ici. Il vous suffit de cliquer sur ce PDF pour obtenir le modèle à remplir et signer devant un notaire. C'est simple, nous l'avons facilité pour tous. Il est indiqué ici, indiquez le nom légal complet de l'affiant. C'est votre nom, très important. Vous devez inscrire votre nom exactement comme il apparaît sur votre passeport. Donc, votre nom complet, tel qu'il figure sur votre passeport, c'est ce que vous devez indiquer ici. Dans cet espace ici, c'est là que vous inscrivez votre nom. D'accord. Ensuite, indiquez la date à laquelle vous ferez cela. D'accord? Votre adresse, votre date de naissance, votre ville, votre État et votre pays. Si vous êtes citoyen des États-Unis, indiquez simplement États-Unis ou USA, peu importe. Indiquez votre numéro de passeport ici. Puis choisissez célibataire, jamais marié, divorcé ou veuf. Donc, si vous avez été divorcé ou veuf, vous mettez la date ici. D'accord. Si vous ne vous êtes jamais remarié et que vous êtes célibataire, ne faites rien. Ensuite, signez votre nom ici, exactement comme il est imprimé. Car un autre pays pourrait dire, sur votre passeport, il est écrit John James Doe, n'est-ce pas? C'est votre nom légal complet, mais vous l'avez signé John Doe, sans James. Un pays étranger pourrait rejeter votre affidavit, même s'il est apostillé, parce que vous n'avez pas signé votre nom de la bonne façon, même si vous ne signez jamais votre nom comme ça, comme moi, je ne signe jamais mon propre nom ainsi. Pour ce genre de choses, vous allez vouloir signer votre nom comme sur votre passeport, juste au cas où. Si votre passeport comporte votre signature, signez votre nom exactement comme dessus. Même si elle n'est pas lisible, car la plupart ne le sont pas de nos jours, assurez-vous de signer exactement comme c'est indiqué sur votre passeport. Ils vont comparer et regarder votre photo. Ils vont regarder votre passeport et ils vont dire, d'accord, voici son nom légal complet. Votre nom complet est sur ce document. Oui. La signature correspond-elle à celle de ces dossiers, c'est-à-dire votre permis de conduire ou votre passeport? D'accord. Cela ressemble exactement à la signature de votre passeport. C'est vraiment parfait.
de cette façon tant que vous avez votre signature. Et que le nom imprimé sur votre passeport doit correspondre ici, parce que certains pays étrangers le refuseront si vous ne le faites pas. Ensuite, peu importe où l'acte est notarié, le notaire indiquera le comté de. Donc, si vous faites cela à Austin, Dallas, Houston, San Antonio, El Paso ou Fort Worth, indiquez le comté de la ville où vous êtes. Le notaire inscrira la date ici. C'est très important, car il se trompe souvent, ce qui vous coûtera de l'argent. Car vous devrez nous payer à nouveau pour refaire cela. Ici, indiquez imprimé, nom du signataire de l'affidavit. Vous êtes l'affiant. Vous êtes le signataire de l'affidavit. Donc, ils doivent imprimer votre nom ici et il doit être exactement comme il apparaît sur votre passeport. Donc, là où il est écrit dans le jurat du notaire, le nom doit correspondre exactement à ce que vous imprimez ici. Les notaires font souvent cette erreur. Ils y inscrivent leur propre nom ou le vôtre, mais sans indiquer votre nom complet tel qu'il figure sur votre passeport ou permis de conduire. Veillez à ce qu'ils le fassent correctement et le notaire signera ici. Et encore une fois, il suffit de cliquer ici et vous pouvez télécharger tout ce modèle, puis simplement l'imprimer et aller le faire signer. Très simple. Vous pouvez également utiliser un e-notaire du Texas, qu'il soit en ligne ou à distance, pour faire notarier votre document via une simple visioconférence. Si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis, vous pouvez utiliser notre page Contactez-nous pour nous envoyer votre document signé et notarié par voie électronique. Ainsi, vous n'aurez jamais rien à nous envoyer par courrier ni à vous déplacer. Pour accéder à notre page de contact, il y a 3 façons différentes d'y parvenir. Vous pouvez cliquer juste ici, ou bien là, ou encore ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de cette page, vous devrez remplir le formulaire en ligne, l'imprimer, puis nous le déposer ou nous l'envoyer par courrier avec une étiquette de retour FedEx ou UPS. Ainsi, nous pourrons renvoyer vos documents à vous-même ou à la personne de votre choix partout dans le monde. Et n'oubliez pas, si vous choisissez la notarisation électronique, vous n'aurez jamais besoin de nous envoyer de documents par la poste. Ensuite, vous devrez télécharger 3 documents différents sur notre page de contact. Le premier est le document notarié électronique que vous possédez. Le deuxième est votre étiquette d'expédition FedEx ou UPS en PDF. Le troisième document est un PDF de notre page de formulaire de commande. Une fois que vous l'avez entièrement rempli, au lieu d'imprimer physiquement le document, allez simplement dans les paramètres d'impression et sélectionnez l'option Enregistrer au format PDF dans le menu Déroulant. Il vous suffit d'enregistrer le fichier directement sur votre ordinateur. Votre fonction d'impression servira à enregistrer plutôt que d'imprimer au format PDF. Ensuite, téléchargez ce PDF sur notre page Contact. C'est faisable de n'importe où dans le monde sans avoir à prendre l'avion ou la voiture. Vous n'avez rien à envoyer par la poste. C'est très simple en procédant ainsi. Ensuite, il y a l'étape 2 pour les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, des apostilles ou les trois, si vous visez par exemple un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation des documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait le faire au niveau de l'État du Texas, puis au niveau fédéral des États-Unis, États-Unis, département d'État, puis l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc passer en revue tout cela, notamment comment vous devez procéder pour l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que 2 façons. La première, qui est la plus simple, nous recommandons à 99% des gens l'envoi express ou d'expédier vos documents à notre adresse d'Austin indiquée dans les instructions du bon de commande. Ou, si vous habitez à Austin, déposez vos documents en personne. Cela n'inclut pas la procédure abordée à l'étape 3. Cela ne concerne pas du tout la procédure, que ce soit par courrier ou en dépôt direct. Ce n'est pas un service sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas repartir avec l'apostille. Elles sont délivrées par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington ou un consulat étranger. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de DC, dans tous les bureaux des ambassades étrangères à DC, là où se trouvent 99% de toutes les ambassades étrangères. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent sans cesse des documents et des milliards de dollars par an. Ce n'est pas un hasard, ils sont incompétents. Pas fiables, ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents chez nous par la poste et ne nous demandez pas de vous les renvoyer par ce biais, car le suivi est généralement catastrophique. Nous recommandons uniquement d'utiliser FedEx, mais si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale,
Je sais que c'est très utilisé là-bas. Dans ces pays, c'est DHL. Mais encore une fois, le plus fiable, c'est qui? Nous le recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique. C'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers pour l'envoi de documents. Aux États-Unis, de loin. Par exemple, nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin. Situé au centre du Texas, c'est à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents FedEx en 2 jours à notre bureau de DC. Bureau? Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la Poste, c'est plus de 20 $, environ 23 $, donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la Poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le savent pas, mais c'est seulement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Il s'agira donc d'une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous montrer une méthode que FedEx ou UPS ne proposent pas sur leur site, nos captures d'écran et cette vidéo explique comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe quel endroit dans le monde. Peu importe où vous vivez dans le monde, vous pouvez créer cette étiquette d'expédition en ligne, l'imprimer et nous l'envoyer par courrier ou simplement envoyer par email le fichier PDF qu'ils vous fournissent. Seul le PDF est accepté. Vous ne pouvez pas nous donner d'étiquette d'expédition en Word, GIF, JPEG ou autre. Il nous faut le PDF original fourni par UPS ou FedEx. Une fois créé, cliquez sur ces liens. Une vidéo et des captures d'écran vous expliqueront comment procéder à la configuration où que vous soyez. Et puis, si vous expédiez à l'international, il faut généralement remplir une facture ou un reçu de douane. C'est ce que vous devez faire, c'est obligatoire. Cliquez sur celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli à compléter. Ensuite, signez votre nom et datez-le. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ce n'est pas obligatoire, mais nous le faisons par précaution. On vous conseille de le faire pour un envoi des États-Unis vers l'étranger. Par exemple, le Mexique l'exige peu, mais vous pouvez quand même le faire, même si FedEx ne l'impose pas vraiment. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, vous allez vous assurer d'avoir ça. D'accord. Et puis, autre point important, vous ne pouvez pas inscrire notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je vais me répéter. Vous ne pouvez inscrire ni notre nom, ni notre numéro de téléphone, ni notre adresse nulle part sur votre colis de retour. Il s'agit de l'envoi que nous vous réexpédions. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé ou envoyé à un cabinet d'avocats ou dans un autre pays, ou à un ami, un proche, un collègue, une entreprise ou un organisme. Où que vous vouliez l'envoyer, vous créez une étiquette d'expédition. D'accord? Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas y mettre notre nom, parce que si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés et nous recevons effectivement des factures de plusieurs centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer, donc nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord, pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un. Dans le coin supérieur gauche, aux États-Unis, vous mettez l'expéditeur de retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. Mettez-en une autre, n'importe laquelle, celle d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou bien d'une entreprise. Peu importe. Vous ne pouvez pas utiliser nos infos. Mettez plutôt vos propres informations, c'est l'usage. Mettez votre adresse en expéditeur destinataire, donc vous l'expédiez. Vous voulez qu'il soit renvoyé en Europe, par exemple. Vous avez un ami ou un proche aux États-Unis. Utilisez simplement leur adresse. C'est seulement si votre colis est retourné pour qu'ils puissent vous le renvoyer. Si ça passe en douane, il faut une adresse pour facturer les frais. Peu importe, n'utilisez simplement pas notre adresse. C'est simple. Et encore une fois, pour les deux cas, si vous cliquez ici, nous allons expliquer ce que cela signifie et comment faire. Quand vous allez chez FedEx, UPS ou en ligne, ils vont vous demander d'où ça vient. N'y mettez surtout pas notre adresse ou notre numéro. C'est aussi simple que ça. Des gens le font tous les jours. On dit que c'est impossible. Mais si, vous vous y prenez mal. Suivez nos conseils en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez.
pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors nous, techniquement aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions alors l'importateur. Nous sommes l'expéditeur. La responsabilité légale retombe sur notre entreprise et nous ne pouvons pas, selon notre politique d'entreprise, accepter cela. Donc, ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes. C'est très important car nous n'expédierons rien, c'est garanti à 100%. Nous ne le renverrons pas. Nous vous demanderons une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Si vous avez besoin de récupérer ces Atkins rapidement, l'envoi sera retardé de plusieurs jours le temps de recevoir votre nouvelle étiquette. Merci de suivre ces quelques instructions. N'inscrivez ni nom, ni adresse, ni numéro de téléphone sur cette étiquette prépayée. C'est à peu près tout pour l'expédition, c'est très simple. Si vous venez déposer des documents chez nous, vous pouvez aussi les déposer en personne ou nous fournir une étiquette prépayée pour le retour. Déposez-les simplement chez nous sans passer par la poste. Mais si vous souhaitez plutôt le renvoi par courrier, allez directement en ligne et créez votre étiquette d'expédition. Et lorsque vous vous rendez dans nos locaux à Austin, vous déposez vos documents. Puis, le jour même ou peu après, comme expliqué à l'étape 3, selon le délai de délivrance du secrétaire d'État, ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Si vous prévoyez de nous déposer des documents, sachez que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le dimanche 30 novembre 2025, sont les suivants. Donc, si vous allez nous transmettre des dossiers, ce que vous devrez faire consiste à imprimer notre formulaire de commande officiel que vous remplissez en ligne. Vous allez cliquer ici, juste ici. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous venez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous parler de nos horaires de dépôt. Pour le service le jour même, cela signifie que nous déposons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous les recevons avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, hors jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, il ferme d'ailleurs plus souvent que les seuls jours fériés, comme cette année où ils ont fermé le lundi suivant le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou vendredi noir, eux aussi, pas un jour férié fédéral, mais fermé 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas férié. S'ils ferment, impossible d'enregistrer votre document. Notez-le bien. Ainsi, pour que vous soyez au courant des délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents à moins que le secrétaire d'État ne soit ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, leur délai de traitement varie et absolument personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont traiter les dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, d'ici quelques heures, nous passerons en décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Seul compte le délai de traitement indiqué sur cette page, juste ici. C'est le délai actuel du secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela avec nos exemples. En novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord?
Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, c'est possible, mais pas probable. Le secrétaire d'État va peut-être délivrer votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie zéro, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là. Et ils peuvent l'émettre le même jour et nous vous le renverrons par courrier ce même jour. C'est ce qu'on appelle zéro jour. Ou bien il se peut qu'ils prennent jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous le délivrer. D'accord. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi, et ensuite nous le déposons ce même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait en le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. C'est donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale, donc si vous nous l'envoyez et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 14h34. À 16h55, il y a des gens qui le déposent juste avant 17 heures. Ce même lundi, nous allons le déposer. Ensuite, nous ne pourrons le déposer que le lendemain. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, il sera prêt d'ici mercredi ou jeudi. Sauf en cas de catastrophe majeure ou d'imprévu, si vous nous l'envoyez un lundi, cela garantit un retour par courrier au plus tard le jeudi et dans le meilleur des cas, il peut vous être renvoyé dès le lundi. C'était juste pour récapituler la situation. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Se rendre à notre bureau d'Austin pour déposer vos documents plutôt que par la poste n'accélère pas le délai de traitement. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant ou après midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup ne lisent pas notre site, viennent sans nous contacter et pensent que ce sera fait le jour même. C'est impossible car ça dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider. Ils décident s'ils délivrent le document immédiatement ou sous 2 jours, s'il vous plaît, sauf si vous vivez à Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de procéder. Et puis, ces tarifs sont à jour à ce jour. Ils pourraient changer dans les prochaines années ou plus tard selon le moment où vous regardez. Ne vous fiez pas à cette vidéo, mais vérifiez plutôt les informations affichées ici. Quoi qu'il soit écrit ici, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires. Et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est juste 95 dollars. C'est tout, pas de taxes. Ça fait 95 dollars tout compris. C'est tout ce que vous payez. Et si vous avez plusieurs documents, c'est à tarif réduit. Et voici un petit tableau simple pour vous. Pour un document, c'est 95. Pour deux, il faut des apostilles, le tout simultanément. C'est 170 pour 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont les tarifs actuels. C'est tout. Chaque document supplémentaire coûte 75 dollars. Et lorsque vous êtes prêt à commander, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et cela va vous amener à notre page de formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou les tarifs d'entreprise, ni pour les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. C'est spécifiquement réservé au secrétaire d'État du Texas et aux documents texans. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, comme une ville, un comté ou le gouvernement de l'État. Cela peut être un acte de naissance, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà pour l'étape 3. Merci.